Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 novembre 2012. Aujourd'hui, je vous lis un assez long passage, peut-être entrecoupé de commentaires personnels, sur le dernier livre de Jean-Pierre Hyssen-Hut, La géométrie des ombres. Un mot d'abord sur Jean-Pierre Hyssen-Hut qui a écrit 7-8 livres en l'espace de 30 ans, un écrivain rare. Et il appartenait, Jean-Pierre Hyssen-Hut, à ce cercle restreint d'auteurs dont je n'attendais pas l'arrivée des livres, mais que dès qu'un de ses ouvrages paraissait, j'interrompais, séance tenante, toutes les lectures en cours. Jean-Pierre Hyssen-Hut était un professeur qui enseignait à l'école Pierre Dupuis, à 2 coins de rue de chez moi. Et cette école, Pierre Dupuis, est classée comme étant la pire école du Québec, semble-t-il. Et enfant, je craignais fort de m'y retrouver, vu l'atmosphère de violence et de délinquance qui y régnait. Et Jean-Pierre Hyssen-Hut avait l'habitude, très tôt le matin, avant d'aller enseigner, de prendre son café dans le restaurant La Fleur. Et chaque fois que je passe devant le restaurant La Fleur, je pense à Jean-Pierre Hyssen-Hut. Et Jean-Pierre Hyssen-Hut n'ira plus jamais prendre de café chez La Fleur car il est décédé cette année en 2012. Alors son dernier ouvrage, La géométrie des ombres, est un ouvrage posthume. Jean-Pierre Hyssen-Hut, Le portrait d'un amateur, son livre est constellé de passages, de citations. On pourrait dire que c'est un livre écrit à même les mots des autres, avec l'étoffe de la pensée des autres, mais dont le fil conducteur, si je peux dire, qui relie les diverses étoffes, ce fil-là, c'est l'émerveillement. Jean-Pierre Hyssen-Hut vivait dans un état d'émerveillement quasi permanent. Et ses lectures étaient fort variées. Littérature, poésie et ouvrages scientifiques, surtout les ouvrages ayant attrait à l'agriculture, à la culture des sols. Donc, je n'attendrai plus maintenant. Je ne les attendais pas d'ailleurs. Hyssen-Hut, j'étais heureux de constater quand un de ses livres paraissait et je m'empressais de le lire. Maintenant, eh bien, il n'y aura plus de livres qu'Hyssen-Hut aura publiés. Cela me désole. Et déjà étant maintenant un vieux lecteur, comme je dis souvent à mes jeunes amis qui fréquentent ma librairie, j'ai de vieilles lectures derrière moi. Je continue de lire, je guette, non, je ne guette pas, mais encore là, les ouvrages de Marc-Édouard Nab ou Charles Juliet, un auteur vraiment opposé à Nab, autant Nab est lyrique et rabelaisien, autant Charles Juliet est quasi janséniste et son écriture, elle est faite de retenue. Alors, je vous lis un petit passage ici où il s'en prend en quelque sorte à à la littérature subventionnée. Et hier, à ma librairie, un professeur américain d'une université américaine, qui enseigne la littérature québécoise. Je le salue ici, si jamais il tombe sur cette vidéo. Je sais qu'il a vu ma vidéo consacrée à José Yvon. Donc, ce professeur, je l'ai mis sur la piste d'un ouvrage très important qui va avec le texte que je vais vous lire. Art, art, argent, arrangement, le mécénat d'État de Robert Guergeau, publié chez le Nordir en 2005. Alors, c'est une enquête à la sociologique, à la Pierre Bourdieu, où Guergeau répertorie tous
toutes les subventions qu'ont reçues certains auteurs et certains poètes. Et il était très étonné, cet auteur-là, ce professeur d'université, quand je lui ai appris que Denis Vanier a été probablement l'auteur le plus subventionné des années 70 et 80. Et même jusqu'à sa mort. Ça l'a étonné parce qu'il ne croyait pas que Vanier avait été subventionné. Et moi, je dois vous avouer ici, pour moi, la subversion subventionnée est un non-sens. Ce qui fait que j'ai toujours eu d'assez grosses réserves sur ce système. Et je comprends bien que le poète, l'artiste, l'écrivain, coincé entre le mécénat d'État, l'Empire québécois, qui contrôle une partie de l'édition de la poésie au Québec, l'université, avec ses dictats, et enfin, la marginalité mortifère, celle qui fait que vous n'existez pas. Ce sont 4 périls qui guettent le poète contemporain. Et comment y échapper à ces 4 périls que sont le mécénat d'État, l'institution universitaire, l'Empire québécois et la marginalité? Robert Hiergeau ne nous fournit pas de réponse, tandis que Ilsen Huth nous en fournit dans une certaine façon, car il s'est toujours tenu à l'écart de ces 4 menaces. Alors, je vous lis un petit passage ici. Récemment, dans une entrevue, on a demandé à Jacques Godbout comment il perçoit la littérature québécoise contemporaine par rapport à celle de 1970. Il a répondu « Elle est médiocre ». J'ai admiré cette réponse tout en me demandant si elle était justifiée. Je n'ai pas tout lu, j'ai oublié la plupart de mes lectures de 1970 et les circonstances ont tellement changé depuis 40 ans que je serais bien en peine d'établir une comparaison solide entre le présent et l'époque de mon arrivée. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que Godbout ait osé lancer en public cette fausse note. Peut-être donnera-t-elle davantage à réfléchir qu'une courbette automatique de plus dans le spectacle des Salamalek. Peut-être même, pour quelques-uns, rétablira-t-elle une attente. Si je recommençais aujourd'hui à m'occuper de critique, je partirais du mot médiocre de Godbout et lancerais un refus aussi global que celui de Bordua, un refus à la mesure de la médiocratisation galopante. Il est clair que je tirerais en partie à l'aveuglette, faute d'avoir assez lu, mais le risque de se tromper est indispensable, même s'il est le moins couru. Après avoir dégagé l'horizon des âneries qui depuis 40 ans s'auto-proclament poésie, et des téléromans à peine arrangés qui s'imaginent romans, et des pensums studieux qui s'intitulent essais littéraires, je chercherai les exceptions qui démentiraient mon refus et reconstruirais autre chose, une littérature dans la littérature, pas à pas. Je vous passe un passage ici. Le refus, bien sûr, ferait bien sûr une place à la calamité du mécénat d'État, phénomène qui sévit partout comme ici, notamment en Angleterre. L'argent déboursé par l'Arts Council au fil des décennies a créé parmi les poètes, les romanciers et les éditeurs du dimanche une classe de clients dépendants dont le but principal est de faire renouveler leurs subventions. Pour l'apprendre, il suffit de tendre l'oreille dans les cocktails organisés par les éditeurs de poésie. Sans doute le mécénat, oui, ici c'était tiré d'une citation de Ballard, James Graham Ballard, La vie et rien d'autre. Sans doute le mécénat de l'État sert-il des buts politiques en organisant une castration cérémonielle,
puisqu'il réduit la communauté artistique à l'état de troupeau docile, privé d'impulsion révolutionnaire. Elle est autorisée à bêler, mais trop affaiblie pour se mettre à piaffer. Toujours de Ballard. Quoi de pire qu'une situation où il est possible de gémir et impossible de s'insurger? C'est le portrait même de la décrépitude précoce qui a touché ici tant d'auteurs entretenus. Ouais, vous avez noté ici ce que dit Sénut, c'est impossible de s'insurger. Que les poètes s'indignaient, ça, il n'y fait aucun doute. L'indignation subventionnée à la suite de ce beau printemps québécois risque d'être monnaie courante. C'est pour ça que moi, je ne me qualifie pas d'indigné, mais d'insurgé. Le refus chercherait aussi quelles sont les conditions d'une critique intéressante à lire. La question serait difficile, l'expérience étant déjà loin. Mais par élimination de l'information et de la publicité culturelle qui tiennent maintenant le plus souvent lieu de critique, je trouverais peut-être que la critique, pour intéresser, doit être une passion, une aventure, un engagement personnel, la présence de quelqu'un qui ne boit que dans son verre, même si son verre est petit. La promesse d'une littérature québécoise qui effacerait le passé était sensible dans l'ère de 1969. 42 ans plus tard, peut-on dire que la promesse a été tenue? Peut-être par Michel Tremblay dans les débuts de son théâtre. Pour le reste, je n'en suis pas sûr. La poésie a-t-elle fait mieux que Saint-Denis Garneau, le roman mieux que Le Survenant, l'essai devenu un devoir universitaire est-il aussi intéressant à lire qu'Arthur Buis ou Jules Fournier? Je crois que presque tout reste à venir. Et bien voilà, je me posais justement la question. En ce moment, quels sont les grands écrivains québécois quand on pense à la magnifique floraison des années 60, des années 70, Gauvreau, Anne Hébert, Gabriel Roy, Roland Giguère, Gaston Miron. Est-ce qu'il y a en ce moment Michel Lalonde? Est-ce qu'il y a en ce moment parmi nous des auteurs de cette envergure? J'ai cherché Nelly Arcan, mais le nom de Nelly Arcan m'est apparu. Celui de José Yvon également. À part cela, j'ai cherché. Je vois bien que tous les jeunes, au fond, ne rêvent que de... Beaucoup de jeunes ne rêvent que de s'inscrire soit dans le cadre institutionnel, soit dans la farandole des subventions, soit de trouver une job chez Québécois dans la section Hexagone. Je vais finir là-dessus. C'est quoi l'intérêt? Ça a été quoi l'intérêt de Pierre-Carl Péladeau et de son empire d'acheter une série de maisons d'édition? Pierre-Carl Péladeau, en ancien marxiste, comprend bien la nécessité de contrer la parole de la marge. Et c'est de la marge que vient la véritable insurrection. Pierre-Carl Péladeau, contrôlant ainsi pratiquement le monde de la poésie au Québec, s'assure du silence des poètes. Et pour ma part, je ne me suis pas désolé car en sachant assez maintenant, à mon âge, n'est-ce pas, un honnête homme ne s'étonne de rien. Donc, je n'ai pas été étonné de constater que pas un poète québécois a protesté contre cette mainmise de la parole poétique par l'Empire québécois. Ce qui en dit assez sur l'état catatonique des esprits au Québec. Alors, je vous quitte là-dessus, sur cette envolée. Les vidéos vous plaisent. Bruno Lalonde, ma page Facebook. Je ne sais pas si je vous conseille de devenir un ami militant. Je suis un ami très envahissant. Mais vous pouvez la visiter cependant. Ça ne vous engage à rien. Vous pouvez aller déambuler. C'est une
page politique parce qu'elle alimente le mouvement insurrectionnel en cours. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bon dimanche.